Je vous remercie, Madame le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, ainsi que le comité d'Alembert, de m'avoir invité à faire cet exposé dont les affirmations s'appuieront exclusivement sur des pièces d'archives, quelques-unes redécouvertes à la suite de Joseph Bertrand, biographe de d'Alembert en 1889, mais la majorité d'entre elles repérées depuis moins de 10 ans. Aussi voudrais-je également remercier d'emblée l'administration française et ses institutions qui ont su préserver tant de documents. Je citerai en particulier les Archives nationales et le Minutier central des notaires de Paris, dont la richesse permettra pendant longtemps encore aux chercheurs curieux de travailler sur de précieux et palpables documents. Merci aussi à l'astronome académicien des sciences Jérôme Lalande de m'avoir précédé en 1784 dans une enquête de voisinage sur d'Alembert, à François-Vincent Raspail d'avoir repéré et sauvé les notes de Lalande, et aux héritiers de Raspail d'avoir, il y a 40 ans, confié ces notes à la bibliothèque inguimbertine de Carpentras. Nous sommes le 10 mars 1779. D'Alembert est à son bureau, mais il a rangé ses compas. Il écrit une lettre à ses autorités de tutelle, car il a des problèmes avec le paiement de ses pensions. Le mois précédent, il avait déjà pris la plume. Je cite : « J'ai l'honneur de vous envoyer le brevet 6 juin, dont il me sera dû 4 années le 1er mars, les dites 4 années faisant, après les retenues, la somme de 1068 livres tournois, 18 sols chacune. Je jouis, outre cela, sur l'extraordinaire des guerres, d'un autre brevet de 1200 livres, et dont je suis payé jusqu'au 1er janvier de cette année. Enfin, je jouis encore d'une pension à l'Académie des sciences et de mes appointements de secrétaire de l'Académie française, mais ces 2 articles sont sans brevet, étant plus attachés à la place qu'à la personne. Je suis avec respect, etc., signé d'Alembert, secrétaire perpétuel de l'Académie française au Louvre. Le 4 mars, une réponse lui avait été envoyée de Versailles. Je vous renvoie, monsieur, le brevet de votre pension, dont je ne puis faire aucun usage pour le moment. Il suffit actuellement que vous m'adressiez votre extrait baptistère, et si par la suite vous avez besoin d'un nouveau titre pour toucher votre pension, j'aurai soin de vous l'adresser. Alors, le 10 mars, d'Alembert s'exécute et écrit : « Monseigneur, j'ai l'honneur de vous envoyer mon extrait baptistère. Vous n'y trouverez point le nom de d'Alembert qui ne m'a été donné que dans mon enfance et que j'ai toujours porté depuis. Mais je suis connu de plusieurs personnes sous le nom de Leron, qui est mon nom véritable. » D'Alembert s'arrête et lève sa plume un instant. Lui, académicien des sciences depuis 38 ans. Lui, académicien français depuis 25 ans. Lui, en charge du perpétuelat de l'Académie française depuis 7 ans. Lui, l'homme arrivé qui n'a pas quitté nos mémoires, vient de laisser tomber sa perruque. L'espace d'un éclair, il revit le traumatisme indélébile enquisté depuis 44 ans, quand il a découvert son véritable nom de baptême. Ce n'est que quelques jours plus tôt que le certificat qu'il joint à sa lettre lui a été délivré. Le dernier extrait baptistère qu'il avait conservé était resté chez un notaire. Ce document-là avait été établi le 6 août 1735. Il n'avait pas encore 18 ans. Même si l'académicien ne dit pas toute la vérité au secrétaire d'État de la Maison du Roi, le monde vient à nouveau de vaciller un peu autour de lui. Reprenons les faits, rien que les faits, en faisant fi des légendes de la littérature, pas seulement la littérature misérabiliste sur l'enfant du parvis, mais aussi celles auxquelles on pourrait apporter un grand crédit, comme aux confidences de d'Alembert rapportées par Madame Suard, ou un crédit plus relatif, car le propos n'est pas de même nature, aux affirmations de Diderot, certes rêvées, mais pourquoi pas aussi complices. Comment mieux sceller des vérités qu'il faut taire qu'en répandant à la place des secrets inexacts. Le mardi 16 novembre 1717, à 6 heures du soir, un garçon nouvellement né, trouvé exposé et abandonné dans une boîte de bois de sapin sur les marches de l'église Saint-Jean-le-Rond, située sur le flanc nord de Notre-Dame, donc dans un endroit très fréquenté, est présenté au commissaire du quartier. Il s'agit du fameux commissaire de la Mare, un homme proche du pouvoir
qui, je cite, « fait porter à l'instant l'enfant à la couche des enfants trouvés pour y être nourri et allaité en la manière accoutumée. » Le procès-verbal du commissaire a été conservé, vous le voyez, et à notre connaissance, aucun autre document n'y était joint. Le lendemain, l'enfant est baptisé dans la chapelle de l'hôpital. Comme souvent, le patronyme qui lui est attribué est en lien avec l'endroit où il a été trouvé, mais si l'église Saint-Jean-le-Rond était en fait dédiée à Saint Jean-Baptiste, c'est le seul prénom de Jean qui est imposé à l'enfant. D'Alembert y fait allusion dans une lettre écrite en 1751 à la marquise de Créqui. « Car je m'appelle Jean, mais Jean tout court au moins, pas même Jean-Jacques, comme notre ami Rousseau. » Le registre des entrées des enfants trouvés nous apprend que le 18 novembre, l'enfant est confié à une nourrice de crèmerie en Picardie, laquelle était payée 5 livres par mois pour s'occuper du nourrisson. Précisons que c'étaient les nourrices elles-mêmes, repérées par des agents recruteurs en province, qui, après vérification de la qualité de leur lait, venaient chercher les enfants à Paris. Le même registre indique que c'est le 1er janvier suivant que l'enfant a été rendu à ses parents. C'est bien le terme utilisé. Avec, inscrit à la suite, cet enfant a été rendu au sieur Molin, médecin ordinaire du roi, qui s'en est chargé par acte passé devant Bruxelles notaire. Nous savons maintenant, grâce à Lalande, que si l'acte est introuvable dans les archives du notaire, c'est parce qu'il n'en avait pas été fait de minute. L'enfant fut apporté chez la nourrice Étiennette Gabrielle Pontieux, alors épouse du maître vitrier Jean-Baptiste Gérard, je cite, quelques semaines après sa naissance et le jour de l'an, par M. Dumoulin, médecin qui demeurait rue de l'Arbre-Sec. Quand on l'apporta, il venait des enfants trouvés et il était en très mauvais état. C'est ainsi que s'exprime la fille aînée de la nourrice, Jeanne Gérard, veuve Voituret, quand Lalande est allée l'interroger le 3 mai 1784, 6 mois après la mort de d'Alembert. La dame Voituret précise à Lalande que sa mère nourrissait des enfants de qualité. Nous n'avons pas encore trouvé trace d'un seul autre de ces enfants, mais cette précision signifie probablement que ce n'est pas sous le nom de Jean Leron que l'enfant a été présenté à la nourrice, mais déjà sous celui de Jean d'Arembert, D'-A-R-E-M-B-E-R-G. Madame Voituret dit aussi que l'enfant était marqué derrière la tête d'un Saint-Esprit, ce que nous interprétons comme l'existence d'un évus ou d'un angiome en forme de colombe. Le bébé ne pouvait donc pas être confondu avec un autre. La dame ajoute que le chevalier des Touches, il s'agit de Louis, son prénom, Camus des Touches, son nom composé complet, vint le voir le jour de Sainte-Geneviève, c'est-à-dire le 3 janvier. Comme ce lieutenant général d'artillerie, célibataire de 50 ans sans descendance, rendit visite à l'enfant à plusieurs reprises et qu'il était connu qu'il agissait comme tuteur à son égard, il était facile d'en déduire qu'il en était le père biologique. Nous verrons que son testament ne donne aucune preuve de cette hypothèse, bien au contraire. Ce n'est qu'à Pâques 1718, à la mi-avril, que Madame de Tencin accompagna Louis Camus des Touches chez la nourrice. Cependant, elle envoyait des vêtements pour l'enfant. Madame de Tencin habillait l'enfant, mais mal. Monsieur des Touches y suppléait, dit encore Madame Voituret à Lalande. L'enfant est resté de 1718 à 1721 chez le couple Gérard, rue Michel-le-Comte, mais nous ne savons où exactement dans la rue. Ce que nous savons en revanche, c'est que les Gérard s'étaient mariés le 3 novembre 1700 à Suresnes, village de l'ouest de Paris. Alors que les futurs habitaient tous les deux dans la capitale, lui, maître vitrier de 38 ans, fils d'un marchand de vin de la rue Michel-le-Comte sur la rive droite, et elle, âgée de 18 ans, fille d'un cocher de la rue de Bourbon sur la rive gauche, pourquoi s'était-il marié à Suresnes? Tout s'explique quand on constate la présence, à la fois lors de la signature du contrat de mariage à Paris et lors de la cérémonie à Suresnes, d'un certain André Bourret, trésorier de la chancellerie, qui habitait à Paris dans la même rue que la famille Pontieux et était aussi propriétaire du château de Suresnes et de quelques vignes sur les coteaux. Ne serait-ce pas alors les relations avec la famille Bourret qui avaient amené Étiennette Gabrielle à nourrir des enfants de qualité, ce qui fait qu'elle était connue du docteur Molin, très probable accoucheur de Madame de Tencin. En 1717, la nourrice avait au moins 3 enfants vivants, dont un fils né cette même année. La future Madame Voituret avait alors 14 ans,
ce qui explique que d'Alembert ait pu écrire dans son testament qu'elle l'avait élevé. De 1722 à 1730, Jean d'Alembert était écolier chez un maître de pension. Dans son mémoire sur lui-même, d'Alembert dit que la mémoire de ce maître, un honnête homme qu'il aimait tendrement, lui a toujours été chère, mais il ne nous donne ni l'adresse de la pension, ni le nom du maître. C'est en mai 1724 que le vitrier Jean-Baptiste Gérard est mort, et nous nous demandons si cet événement n'a pas incité Louis Camus-Destouches à donner rapidement des moyens de subsistance officiels et durables à celui dont il avait la charge. L'enfant était de tempérament fragile, c'est l'expression de d'Alembert, et au cas où il aurait dû revenir chez sa nourrice devenue veuve, il était important que cette dernière puisse être payée. C'est en effet 2 mois plus tard, le 29 juillet 1724, que Louis Camus-Destouches, qui n'était manifestement pas à l'article de la mort, rédige son testament. Dans ce document, il explique de manière extrêmement claire que l'argent qu'il lègue, je cite, au sieur Jean d'Alembert, de présent en pension chez Beuret, Faubourg Saint-Antoine, était le plus important de ses legs. 1200 livres de pension viagère que je veux et entends qu'il y soit régulièrement payé, et par préférence à tous mes autres legs. L'origine de l'argent est également mentionnée, en ayant touché le fonds de ceux à qui il appartient. Il pour Jean d'Alembert. Nous reviendrons sur cette phrase essentielle. Les précisions du testament quant à la pension étaient suffisantes pour trouver l'identité du maître et son lieu d'exercice. Louis Barnabé Beuret, maître essarré de pension, était né à Étrépagny dans le Vexin. Précepteur lors de son mariage à Paris en 1707, il avait ouvert une première pension au Faubourg Saint-Antoine quelques années plus tard, et il n'avait que 50 ans quand il est mort en 1731, un an après que Jean d'Alembert eut quitté son établissement situé au numéro 74 actuel de la rue du Faubourg Saint-Antoine. Le maître laissait une veuve et 4 enfants, et les 2 garçons que d'Alembert dit avoir aidés dans leurs études sont devenus moines génovéfins. Louis Camus-Destouches est mort le 11 mars 1726. Son testament enregistré, ses héritiers, son frère Michel et la fille de leur sœur décédée, allaient devoir se partager le paiement de la pension viagère annuelle de 1200 livres léguée à Jean d'Alembert. Précisons que si cette rente n'était pas la fortune, c'était quand même la possibilité de faire des études et la subsistance assurée pour la vie. Bien que le maître Beuret eût déclaré qu'il n'avait plus rien à apprendre à son pensionnaire depuis ses 10 ans, il fut néanmoins décidé que l'écolier resterait à la pension 2 ans de plus, en raison de sa santé fragile. Il n'y avait donc plus lieu de recourir à la nourrice qui s'était remariée en juillet 1726 avec Alexandre Nicolas Rousseau, l'ancien compagnon vitrier de son premier mari. Nous savons, grâce aux actes dressés après la mort du tuteur par héritage de Jean d'Alembert, Michel Camus-Destouches, que ce dernier ne payait pas seulement sa part de pension, mais réglait aussi des frais relatifs à des fournitures pour l'écolier, et nous pensons que ce ne pouvait être que lui qui l'avait inscrit au collège Mazarin en 1730. Le collégien n'était là ni pensionnaire ni interne. Il ne recevait donc pas d'argent comme les 40 pensionnaires dont les listes sont connues, et il logeait ailleurs qu'au collège. C'était tout près de là, rue Mazarine, à la pension Hulin, où le maître de pension jouait sûrement aussi le rôle de répétiteur. Jean d'Alembert a passé 5 ans au collège Mazarin. La première année fut consacrée à apprendre superficiellement le grec et, tant bien que mal, comme dit d'Alembert, le latin, avec le professeur janséniste Claude Rousselot. Les 2 années suivantes furent celles de la rhétorique, avec 2 professeurs qui se partageaient, en principe, l'étude de la prose et celle des vers. Le premier, Balthazar Gibert, peut être reconnu comme le janséniste fanatique cité par d'Alembert dans son mémoire. Le second, Pierre Fromentin, était un éminent professeur de latin qui était un peu plus apprécié par Jean d'Alembert en raison de sa tolérance envers les libertés que le collégien se permettait de prendre. Il fit ces 2 années, dit d'Alembert, avec assez de succès pour que le souvenir s'en soit conservé dans ce collège. Il faut avouer cependant qu'il aurait pu avoir de meilleurs maîtres. Les 2 dernières années furent celles de la philosophie enseignée par Adrien Geffroy, je cite, un autre janséniste de plus cartésien à outrance, que d'Alembert n'appréciait pas,
et par Léonore Caron qui, je cite d'Alembert à nouveau, sans être un profond mathématicien, avait beaucoup de clarté et de précision. C'est le seul maître qu'ait eu M. d'Alembert. Voilà un rare compliment, et Caron est le seul professeur du collège nommément cité par d'Alembert. Le cursus secondaire de Jean d'Alembert au collège Mazarin devait se terminer à l'été 1735. Quelques mois plus tôt, l'étudiant avait probablement dû présenter un certificat de baptême pour s'inscrire à la maîtrise Essart. Comment l'obtenir? Dans quelle église le demander? À qui s'adresser pour le savoir? Le collégien ne pouvait guère interroger que Madame Rousseau ou encore Madame Destouches, la veuve de Michel Camus-Destouches, qui, depuis la mort de son mari en 1731, avait pris le relais du paiement de la pension, ce qu'elle fera jusqu'à la mort de d'Alembert. Les deux femmes savaient que l'homme qui était en responsabilité légale du collégien était le docteur Molin. C'est encore grâce aux notes de Lalande que nous avons pu retrouver la minute de la déclaration que Jacques Molin signa devant notaire le 21 mars 1735. Le médecin attestait que le nommé Jean d'Alembert, ci-devant pensionnaire chez le sieur Beuret, maître de pension au faubourg Saint-Antoine, et à présent pensionnaire chez le sieur Dulin, pour Hulin, maître de pension demeurant rue Mazarine, le dit d'Alembert, étudiant de présent la philosophie au collège Mazarin, est le même enfant qui a été remis aux 10 sieurs comparants par messieurs les directeurs de l'hôpital général des enfants trouvés, baptisé sous le nom de Jean Leron, et duquel le sieur Molin s'est chargé envers le dit hôpital, par acte dont il n'y a point de minute et dont l'original est aux archives du bureau de l'hôpital des enfants trouvés, avec soumission de représenter le dit Jean Leron, toutefois équante, de laquelle déclaration le dit sieur Molin a requis acte pour sa propre décharge et pour servir au dit Jean Leron, dit d'Alembert. Nous avons l'intime conviction que c'est à ce moment-là que le collégien a découvert son nom de baptême et que la blessure de la petite enfance s'est faite encore plus profonde. Non seulement il n'avait pas de parents, mais même les prénoms et noms qu'il portait n'étaient pas les siens. Le 13 août 1735, une semaine après avoir obtenu son extrait de baptême, le collégien demanda que le nom sous lequel il s'était inscrit au cours de philosophie fût changé. La requête a été enregistrée par Balthazar Gibert, l'un de ses professeurs, agissant alors en tant que recteur de la Sorbonne. Voici la requête en latin, je vous traduis. Jean Leron, du diocèse de Paris, qui, depuis son enfance, croyait se nommer Jean-Baptiste Louis et était couramment appelé d'Alembert par ses parents, s'est inscrit sur les registres de la classe de philosophie en tant que Jean-Baptiste Louis d'Alembert, en omettant son nom de famille Leron, a instamment demandé d'être inscrit sous son nom Jean Leron sans aucun autre nom. Les professeurs Geffroy et Caron, ce dernier ajoutant au passage des appréciations laudatives quant aux capacités de l'étudiant, confirmèrent que Jean-Baptiste Louis d'Alembert était sans conteste la même personne que Jean Leron, nom sous lequel l'impétrant obtint sa maîtrise Essart le 2 septembre 1735. D'Alembert indique que c'est peu de temps avant de quitter le collège Mazarin qu'il décida, on comprend mieux pourquoi, de revenir loger chez sa nourrice, rue Michel-le-Comte. Il restera là, au numéro 24 actuel de la rue, quelque 30 ans. Après son déménagement dans la maison de Julie de Lespinasse en 1765, d'Alembert restera en contact avec sa nourrice et sa famille. C'est toujours sous le nom de Jean Leron que l'étudiant fit ses études de droit pendant 3 ans et obtint tous ses diplômes jusqu'à celui d'avocat le 28 août 1738. Après une année de médecine dont nous ne savons rien, d'Alembert confesse qu'un attrait invincible pour les mathématiques l'obligea à renoncer à toute autre étude. Quand il soumet pour la première fois, en 1739, un travail à l'Académie des sciences, c'est sous le nom de Leron d'Alembert. Et comme cela est d'usage avec des noms nobles ou composés, il n'est bientôt plus appelé que d'Alembert. Il n'est pas très difficile de comprendre l'origine de ce surnom que le mathématicien Jean-Paul de Gois dit à Lalande avoir suggéré à Jean d'Alembert d'adopter. Leron aurait été l'objet de moqueries, surtout concernant un géomètre, et il avait été connu pendant 18 ans sous le nom de d'Alembert, dont la prononciation était et est toujours très proche de celle de d'Alembert. Nous accordons du crédit à l'affirmation de l'abbé de Gois
car nous savons que ce premier éditeur de l'encyclopédie avait des liens familiaux avec les Camus-Détouche et qu'il n'est donc pas impossible que les deux savants se soient côtoyés à Blanc-Ménil. Le château de ce village du nord de Paris était en effet la propriété de Madame Miret, qui tenait là, avec sa fille Jeanne, Madame Détouche, un salon que d'Alembert fréquentait, nous en avons la preuve, et qui a sûrement contribué à le lancer dans le monde. Nous savons bien que d'Alembert ne dit pas l'exacte vérité dans sa lettre, mais cette indispensable semi-confidence à ses tutelles est à notre sens déjà beaucoup. Dans ses notes sur d'Alembert, Lalande cite les pièces que l'astronome Delambre tient en 1805, dit-il, d'un ami de d'Alembert. Nous pensons qu'il s'agit très probablement du chevalier de Pougins qui avait récupéré certains des papiers que d'Alembert avait légués à Condorcet. Les 3 documents listés sont une copie du procès-verbal du commissaire de la Mare, le reçu signé par Molin en 1718, acte qui était resté dans les archives de l'hôpital des Enfants Trouvés, et la déclaration de Molin en 1735. Jean Leron d'Alembert n'ignorait donc rien de ces étapes importantes de son histoire. Il n'avait certainement aucun doute quant à l'identité de sa génitrice, qu'il ne détestait peut-être pas autant qu'on a pu le penser. Madame Voituret n'a-t-elle pas confié à Lalande que quand Madame de Tencin fut malade, d'Alembert y envoyait fréquemment? Mais que pouvait-il savoir au sujet de son père? Comme nous l'avons dit, il n'y a aucune évidence appuyée sur des sources primaires pour affirmer que le tuteur de Jean d'Alembert était son père biologique. Serviteur très estimé de l'État sous la Régence, Louis Camus-Détouche n'était à notre sens qu'un tuteur particulièrement attentionné. Il convenait certainement à tout le monde, y compris à d'Alembert, que personne ne se posât de questions sur ce qui était dit et admis, à savoir qu'il était son géniteur. Cependant, si nous nous rappelons les termes de son testament, en ayant touché le fond de ceux à qui il appartient, il nous semble évident qu'il n'était en charge de l'enfant que parce que ses parents biologiques le lui avaient demandé, ce qu'il avait accepté en toute connaissance de cause. Si cet enfant avait été le sien, sa fortune personnelle aurait amplement suffi à l'élever. Lors du partage de ses biens, chacun des 2 lots attribués à ses héritiers se montait à 210 000 livres. Nous savons maintenant de sources sûres que c'est à 6 semaines que le bébé a été porté à la nourrice par le docteur Molin et non à 6 mois par Camus-Détouche, comme Mme Suard affirme que d'Alembert le lui a dit. Ou bien Mme Suard avait mal compris d'Alembert, ou bien d'Alembert lui avait raconté ce qui l'arrangeait le plus. Parmi les plausibles pères biologiques, le plus probable est de toute évidence le duc Léopold Philippe Charles Joseph d'Alembert, dont le patronyme a justement été attribué à l'enfant trouvé. Peut-on imaginer que ce nom lui ait été donné par hasard? Si ses parents avaient voulu ignorer l'enfant, ils n'auraient pas changé son nom de baptême. Si on lui a donné un autre nom, n'était-ce pas tout simplement celui de son père? En effet, comment aurait-il été possible, sans une bonne raison, d'imposer à l'enfant le nom même du grand bailli du Hainaut qui résidait à Paris à ce moment-là? Le risque qu'il puisse être repéré apparaissait sans doute bien faible. Mais les statistiques ne sont que des statistiques, et nul ne pouvait savoir que Jean d'Alembert deviendrait d'Alembert. Le duc faisait partie du cercle du régent, et ses frasques parisiennes sont bien connues. Il suffit par exemple de lire l'épître au duc d'Alembert écrite par Voltaire à l'époque. En voici quelques vers. « D'Alembert, où vas-tu? Penses-tu m'échapper? La paix offre un champ libre à tes exploits lubriques. Va remplir de cocus les campagnes belgiques et fais-moi des bâtards où tes vaillantes mains, dans nos derniers combats, firent tant d'orphelins. Mais quitte aussi bientôt, si la France te tente, des tétons du Brabant, la chair flasque et tremblante. Accours, vole et reviens t'enivrer à Paris, ton salon est tout prêt, tes amis te demandent. » Pour appuyer notre hypothèse de la paternité éventuelle du duc d'Alembert sur des faits précis et documentés, c'est à nouveau au minutier central que nous avons recherché des actes susceptibles de nous éclairer sur l'emploi du temps du prince durant son séjour parisien de 1715 à 1720, interrompu par quelques campagnes militaires. Le résultat de nos investigations a montré que le duc était à Paris au moment de la conception de l'enfant et qu'il n'y était pas au moment de sa naissance. En effet, nommé lieutenant général de l'armée de Hongrie en mai 1717, il était reparti faire la guerre et n'était pas rentré à temps à Paris pour signer avec toute la cour de France le contrat de mariage du jeune frère de sa femme le 24 novembre.
Il est donc tout à fait possible que ce soit lui qui ait demandé dès son retour à la fin de l'année 1717 de retirer le nourrisson des enfants trouvés. Il aurait alors sollicité et payé Louis Camus des Touches pour veiller sur lui. Les hommes se connaissaient très probablement d'assez longue date. Dans le régiment Royal Artillerie dans lequel il avait servi, des Touches avait été chargé du département comprenant la Flandre et le Hainaut. Par ailleurs, des Touches avait été l'ami de Fénelon. Et n'était-ce pas à Fénelon que la mère du duc devait d'avoir trouvé en 1701 un précepteur pour son fils? Il nous semble complètement impossible que d'Alembert n'ait jamais fait le lien entre le nom qu'il avait porté pendant 18 ans et celui du duc que son ami Voltaire connaissait bien. Raton et Bertrand se sont-ils jamais entretenus de la chose? Bien qu'il nous ait été impossible de savoir si la correspondance du duc avec Voltaire a été conservée ou non, peut-être ne nous apprendrait-elle pas grand-chose sur le sujet. Tout ce que nous savons, c'est que Voltaire n'appuyait pas la thèse Camus des Touches comme père biologique de d'Alembert et qu'il faisait diversion en proposant Fontenelle. Il nous reste toutefois une source prometteuse dont nous espérons qu'elle sera un jour accessible aux chercheurs, le livre de raison de Lalande, passé en vente publique il y a presque 20 ans. Mais revenons dans le bureau de d'Alembert, ce 10 mars 1779. L'éclair est passé. La terre ne tremble plus. D'Alembert a remis sa perruque. Il trempe sa plume dans l'encrier et termine sa lettre. Si ma pension, monseigneur, ne m'est pas continuée, l'unique grâce que je vous demande, c'est de vouloir bien m'en prévenir assez à temps pour que je puisse faire dans ma dépense, déjà très modique, le retranchement que cette suppression exigera. Je sais vivre de peu, surtout quand les besoins de l'État le demandent. J'ai l'honneur d'être avec respect, monseigneur, votre très humble et très obéissant serviteur, signé d'Alembert avec paraphe. L'émotion a quand même été forte. D'Alembert oublie de mentionner, après sa signature, comme il le fait d'habitude dans ses lettres à Amelot de Chailloux, sa qualité de secrétaire perpétuel de l'Académie française. Merci. Merci beaucoup pour cette très belle enquête qui reste encore totalement un peu inachevée. Donc, on peut passer à quelques questions. On a 2-3 minutes. Sébastien Balibar qui est derrière vous. Là. C'est passionnant, incroyable. Merci infiniment. Mais alors, si j'ai bien compris, il était difficile d'imaginer qu'il n'ait pas fait un rapprochement avec le duc d'Arembert, pardon. Et donc, pourquoi l'aurait-il volontairement ignoré? Je suis un peu perdu là. Pourquoi? La situation était de toute façon difficile. Je pense qu'il était plus commode pour tout le monde de laisser croire que son tuteur, qui lui avait légué de l'argent à vie, était son géniteur. Cet homme était mort en 1726, il avait une bonne réputation, il n'avait pas à rougir de ce père-là. On a dit aussi qu'il avait voulu épouser Madame de Tencin et qu'elle n'avait pas voulu. Bon. C'était sans doute plus simple que de parler d'un duc régnant dans le Hainaut et qui n'est mort qu'en 1754. Question de ce côté-ci. Allez-y. Oui, pourriez-vous nous dire où était enterré justement d'Alembert? Il serait peut-être intéressant de faire une comparaison justement avec ce duc d'Alembert génétique aujourd'hui, si on retrouve les deux corps. Il a été enterré simplement donc, dans sa paroisse, il habitait au Louvre, donc sa paroisse était Saint-Germain-l'Auxerrois. Donc il a été enterré dans le cimetière voisin, je ne sais pas exactement où il était. Et comme vous savez, tous les cimetières ont été vidés. C'est ça, malheureusement. Et donc ces ossements sont là, quelque part dans les catacombes. Mais il y en a beaucoup. Très difficile enquête. Oui. Merci. Merci beaucoup.